Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être connectés et de participer à cette session du Facilitation Day. C'est la première fois pour moi que je participe en tant qu'animateur. Donc, du coup, merci pour votre indulgence, mais aussi merci aux facilitateurs de m'avoir donné l'opportunité d'être présente aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Marie Billiot, mon nom a été donné tout à l'heure. Moi, ça fait 10 ans que je travaille, et plus précisément chez CGI Business Consulting. Et au sein de CGI, j'ai eu l'occasion de porter plusieurs casquettes pendant ces 10 années. Bien sûr, celle de facilitatrice, celle avec laquelle je me présente devant vous aujourd'hui. Mais pas seulement. J'ai aussi eu l'opportunité de faire des missions d'accompagnement au changement, mais aussi des missions de conseil, de façon générale, sur de la démarche cadrage, stratégie, ce genre de choses, et du coaching agile, mais pas seulement, puisque j'aime bien aussi piocher dans d'autres méthodologies. Donc ça, c'était juste pour me présenter de façon rapide et générale. Maintenant, je vais vous dire ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc au menu, j'ai prévu une présentation qui se fait en 2 parties. Une première partie qui est assez générale, et par générale, j'entends qu'elle n'est pas ancrée dans du très concret d'animation, d'atelier, mais sur vraiment une invitation à la réflexion. Donc cette première partie peut en dérouter certains, elle peut être très appréciée par d'autres. Mais en tout cas, sachez qu'il y a cette première partie, puis plus concrètement, ça va être en entonnoir, on va arriver sur des choses très en lien avec la facilitation au quotidien, nos ateliers. Alors plus précisément, ce petit menu, sur la première partie, je vais proposer quelques constats, autour desquels je vais poser quelques questions, des réflexions. Et ça va nous permettre de définir ce que c'est le sens, puisque aujourd'hui, je vais vous parler d'insuffler du sens dans nos ateliers, dans nos préparations, dans tout ça. Donc l'idée, c'était aussi de réussir à le définir avant de, justement, entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire se dire comment je fais pour faire émerger le sens en amont de mes ateliers. Une fois que je l'ai en amont, alors comment je fais pour l'insuffler pendant ma préparation. Puis comment je fais pour le maintenir pendant mon animation d'atelier. Et une fois que l'atelier est terminé, comment je fais pour justement partager et transmettre le sens post-atelier. Donc voilà le menu du jour. Il y aura aussi des petits cadeaux. J'ai prévu des petits trucs et astuces que je pense vous partager sur la deuxième partie de l'atelier, qui seront voilà, des petites choses à retenir pour que vous puissiez repartir avec quelque chose de cette session. Voilà pour le menu. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet, et je donne une précision juste avant. Je vais dérouler l'ensemble de ma présentation et je répondrai aux questions à la fin. Où je vais réserver un temps justement pour qu'on puisse échanger. Donc je lirai vos questions sur le chat et puis je répondrai en direct. Et puis, comme cela a été le cas pour les précédentes confs, il y a la suite qui pourra se faire sur le Discord. Alors, allons-y. Qu'est-ce que le sens? Ou comment nous l'avons perdu en chemin? Parce qu'en fait, c'est un peu de ça qu'il s'agit. On va commencer par un premier constat. Et ce constat, c'est que malheureusement, nous vivons dans un monde très anxiogène. C'est pas forcément très joli de commencer comme ça, mais c'est la vérité. On vient de sortir d'une période de pandémie qui a quand même paralysé le monde pendant 2 ans. Aujourd'hui, on est en pleine crise économique. On entend quand même parler d'inflation, de pénurie, de choses comme ça. Et puis, on n'est pas épargné du tout, parce qu'en fait, ça fait quand même de nombreuses années qu'on nous parle de dérèglement climatique, de contamination, de choses affreuses. Et puis, on aurait pu croire qu'après les guerres dévastatrices du siècle dernier, il n'y en aurait plus, mais en fait, il y en a encore. Et dans les pays où il n'y a pas de guerre, il y a du terrorisme. Donc, bilan de l'histoire, ça va pas. Et pourtant, on a une injonction succès. On nous dit qu'il faut innover, qu'il faut entreprendre, qu'il faut intraprendre. Et au-delà de ça, on nous donne plein de mots magiques comme des quick wins, des challenges. Il faut gagner, il faut accroître, il faut performer, il faut concurrencer. Ça peut être un peu inconfortable tout ça. On nous dit que tout va mal et puis en même temps, il faut tout réussir. C'est un petit peu gênant. Et bien justement, cette injonction contradictoire, elle va être source de plein de gêne pour beaucoup de gens. Alors pas tout le monde, il y a des gens qui sont très zen, mais quand même, ne nous voilons pas la face, il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette pression de se dire: «Je dois réussir, mais comment est-ce que je vais faire? Ça me génère du stress, de l'anxiété, je sais pas comment je vais faire, je suis sur des sables mouvants», parce que quand même l'environnement est pas très, rassurant. Et puis, voilà, plein de choses sur, j'ai peur de perdre la face, comment je fais pour cacher mes peurs, je me voile un peu la face aussi, syndrome de l'imposteur, doute, sable mouvant, la totale. Donc la question c'est, quand je suis justement dans ces environnements-là comme ça, qui sont très stressants, qui sont pas rassurants du tout et que pourtant j'ai cette injonction de succès, sur quoi je peux m'appuyer pour avancer malgré tout? Eh bien cette question, tout le monde peut avoir sa propre stratégie personnelle basée sur de l'auto-assurance et cetera. Je vais pas parler de ça.
Ce dont je vais parler, c'est d'une réponse générale qui a été apportée à travers l'histoire à des situations comme ça dans lesquelles il y a du doute, mais une injonction de succès. Cette réponse, c'est une réponse par le processus. Ça peut surprendre, mais vous allez voir, c'est logique. Quand on met en place des protocoles, des processus, des procédures, des normes, tout ça, je mets un peu dans le même paquet. Ce qu'on fait, c'est qu'on rend les choses prédictibles et maîtrisables. En fait, quand on met en place un processus, on met en place une marche à suivre, des étapes à respecter, des conditions d'application. Tout ça, c'est très rassurant, puisque ça dispense l'esprit d'avoir à improviser, notamment dans un environnement qui n'est pas rassurant. Dans un environnement qui est flou, qui est anxiogène, comme ce que j'ai décrit préalablement. Donc ça, c'est très bien. Effectivement, il y en a eu beaucoup de situations dans lesquelles on a mis en place une réponse par le processus qui nous a permis d'avancer, qui nous a permis de dépasser tous ces freins et ces blocages en lien avec un environnement anxiogène. Pour autant, il y a quand même un petit effet pervers auquel il faut faire attention. Si on met en place un processus, ça dispense d'avoir à improviser, mais ça dispense aussi d'avoir à penser. Et ça, c'est plus embêtant. Parce que si on met en place une automatisation, on risque de perdre du recul. Et on risque de perdre le sens premier. Et c'est la première fois que j'utilise le mot sens dans ma conf. Donc justement, ça c'est important en fait de se questionner quand on met en place des processus, des protocoles, euh, de se demander si le processus que l'on met en place, déjà première question, c'est le curseur, est-ce qu'il n'y en a pas assez et du coup je suis encore stressée et je ne suis pas rassurée et je ne sais pas sur quoi m'appuyer? Juste ce qu'il faut? Ou est-ce qu'il y en a trop? Et s'il y en a trop, c'est que je commence à perdre le sens de mon processus. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que je suis la bonne direction? Suis du verbe suivre. Est-ce que je suis en train de me diriger dans le bon sens? Donc il y a des bons et des mauvais processus. Pour savoir où situer le curseur de ces deux, de la boussole et puis de la jauge, il faut s'interroger où se trouve le sens vis-à-vis du processus. Si le processus devient prioritaire au détriment du sens de ce qui est entrepris, alors c'est un mauvais processus. Et il y a plein de bonnes pratiques, mais qui vont devenir de mauvaises pratiques parce qu'elles vont être mal mises en œuvre. Et bien justement, c'est le moment de vous donner un exemple pour illustrer tout ça. En fait, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple dans lequel justement le processus est un bon processus et à bon escient et ça se passe bien. Et puis ensuite, je donnais un exemple inverse dans lequel ça se passe pas très bien. Cet exemple que je vais vous donner, c'est un retour d'expérience personnelle. Il était une fois, il y a quelques années, une mission sur laquelle on m'a positionnée et c'était la première fois pour moi que je réalisais cette mission seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais relativement junior, que jusqu'à présent j'avais fait des missions en binôme avec des personnes plus expérimentées que moi, qui m'avaient donné un cadre, qui m'avaient guidé, qui avaient challengé mes activités et qui m'avaient aussi rassuré pour se dire, il y a toujours quelqu'un pour m'aider. Là, j'étais positionnée seule, en totale autonomie, pour réaliser ma première mission en tant qu'experte sur un domaine. Sauf que pour moi, c'était un petit peu stressant, voilà, comme je viens de le dire, c'était un environnement nouveau pour moi d'être comme ça, en solo pour pouvoir faire ma mission. Mais bien sûr, j'avais une injonction de succès, celle de il faut réussir, parce qu'il y avait un enjeu client, un enjeu business, satisfaction, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, je devais réussir. Mais moi, je me sentais pas assez compétente. C'était la première fois que je faisais ça. Je ne me sentais pas forcément légitime pour porter tout ce truc-là. Bon, bref, toutes les angoisses qu'on peut avoir quand on a un petit complexe de l'imposteur, j'allais dire quand on débute, mais en fait non, c'est toute la vie. Bref. Pour me rassurer, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait appel à des collègues plus expérimentés et sur la base de mes recherches et de leurs conseils, je me suis construit des protocoles, des processus, qui m'ont permis de réaliser ma mission sereinement. À savoir, voilà, j'ai tel enjeu, j'ai tel objectif, qu'est-ce que je peux faire comme activité? Un atelier, très bien, et du coup cet atelier, qui je dois inviter? Qu'est-ce que je dois faire? Et cetera, et cetera. Et donc petit à petit, je me bâtissais mon protocole. Et cette mission, elle s'est très, très bien passée. Elle s'est bien passée, pourquoi? Parce que justement, l'intention a été challengée à chaque étape. Je me suis toujours posé la question, est-ce que le protocole que je suis en train de mettre en place est le plus adapté pour l'objectif que je cherche à atteindre? Donc, quand je dis protocole, c'est au sens large. C'est est-ce que c'est la bonne réunion que je suis en train d'organiser? Est-ce que c'est le bon atelier? Est-ce que c'est le bon interlocuteur? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bref,
j'ai construit toutes mes trames d'atelier, tous mes processus sur mesure pour atteindre un objectif qui était très clair et que j'avais précisément défini pour pouvoir réaliser ma mission. Si vous avez un petit peu de mal à vous projeter, c'était une mission de déploiement de pratiques de management visuel. Donc l'objectif était de identifier des pratiques de management visuel, voir lesquelles étaient les plus intéressantes pour les équipes et les projets, et puis les présenter, les mettre en place, les accompagner, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement, là peut-être ça vous aide à vous projeter un peu plus sur le type d'atelier que j'ai pu faire en recherche de cas d'usage, en définition d'activités, en répartition de rôles, voilà, ce genre de choses. Donc voilà un exemple simple, par retour d'expérience, d'une mise en place de processus à bon escient et qui fonctionne bien. Je vais vous donner un exemple inverse maintenant. Eh bien, figurez-vous que j'ai pris la confiance, comme on dit. J'ai trouvé ça tellement sympa d'animer des ateliers que, oh là là, moi, je voulais continuer non seulement à réussir mes missions, mais à m'amuser. Parce que quand même, il y a plein de choses très fun dans la facilitation, l'animation, tout ça. Donc, plus besoin d'avoir de doute. Et j'ai commencé à m'appuyer sur des protocoles tout prêts à appliquer. Et je me suis vautrée, évidemment. Parce que voilà, un protocole tout prêt à appliquer, je vais donner un exemple plus précis. Je vais donner l'exemple des icebreakers. Quand j'ai découvert les icebreakers au début de ma carrière de facilitatrice, j'ai trouvé ça génial. Faire des petits jeux au boulot, mais c'est fantastique. Et donc, j'avais envie d'en faire à toutes les sauces, tout le temps, toutes mes réunions, commencer par un icebreaker. Sauf que je les ai faits parce que c'était fun et pas parce qu'ils servaient l'objectif de mon atelier. Donc, mea culpa, je suis désolée, j'ai contribué au désastre des icebreakers. Je faisais partie de ceux qui en faisaient un mauvais escient à une époque. Donc voilà, conséquence, vous la connaissez tous, effet bling bling pour les participants qui voyaient absolument pas du tout l'intérêt d'un jeu en début de session. Et du coup, morale de l'histoire, 2 morales à en retirer. La première, spécifique aux icebreakers, il faut choisir son icebreaker avec intention. Il faut qu'il soit utile, il faut qu'il serve l'objectif de l'atelier. Donc je l'ai appris à mes dépens et maintenant je fais des icebreakers qui sont beaucoup plus adaptés. J'appelle d'ailleurs plutôt ça des inclusions parce que le mot icebreaker, il fait dresser les poils sur le dos à beaucoup de gens. Morale numéro 2, comme ça je reviens à mon sujet, c'est que si on s'appuie sur un processus, il faut qu'il soit pertinent au regard de ce qu'on entreprend par la suite. Et il ne va être utile que si il est pertinent et qu'il correspond aux objectifs que l'on cherche à atteindre. Et donc, il faut savoir questionner son processus. Il faut savoir faire un petit arrêt sur image et se dire est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a du sens? J'en reviens toujours à l'objet de ma conférence. Voilà pour mes 2 exemples très concrets, basés sur des expériences personnelles. Ce qui, moi, m'a amené à une prise de conscience ou une remise en question, je ne sais pas trop, sur se dire est-ce que ce que je fais au quotidien, c'est un humble outil au service d'une intention véritable ou est-ce que des fois, en fait, c'est juste utiliser un outil pour un outil? J'ai pris l'image ici du compas et à côté du dessin. Je vais l'expliquer. Heu, Savoir tracer un cercle avec un compas, c'est pas à la portée de tout le monde, quand même. Il faut savoir planter le compas comme il faut, sans déchirer le papier au lieu de la pointe. Il faut faire un geste fluide et délicat pour avoir un cercle continu et élégant, sans à-coups, sans zone où le papier est froissé. Bref, c'est quand même de la technique, voilà. Mais si je suis juste traceur de cercles, ça n'a pas de sens. Tracer des cercles pour tracer des cercles, ça veut rien dire. En revanche, si je suis artiste et que j'utilise cette technique pour pouvoir réaliser une œuvre avec des cercles concentriques et un effet géométrique, ça a du sens. Je dis ça pour le côté artistique, mais ça peut être toute autre chose. Je peux utiliser un compas pour faire des plans si je suis architecte, ou je peux utiliser un compas pour déterminer des distances si je suis cartographe et que je prépare un plan de vol, par exemple. Peu importe l'exemple qu'on prend. En tout cas, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est je suis traceur de cercle, et dans quel cas ça n'a aucun sens, ou est-ce que je connais une technique et je l'utilise au service d'une intention véritable? Et ça, c'est important. Je laisse cette question à cet endroit-là. Et je vous propose d'arriver sur une définition un petit peu plus littéraire du mot sens, justement pour définir qu'est-ce que le sens. Pour pouvoir le définir, je vais citer Julia de Funès, qui est une philosophe que j'ai découverte en regardant une de ses vidéos sur YouTube dans laquelle elle fait une conférence en entreprise sur justement le non-sens en entreprise. Je trouvais ça extrêmement intéressant et c'est sa conférence qui m'a inspirée pour faire la mienne.
Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller taper ça sur internet, vous retrouvez Juliette de Funès, ses conférences, et puis vous verrez. En tout cas, elle nous donne une définition, enfin pas une définition, 3 définitions du mot sens. Première définition, c'est le sens dans sa signification sensation, donc le sens de la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Deuxième définition, c'est la direction. Par exemple, Paris-Marseille, c'est une direction, c'est le sens Paris-Marseille. Voilà. Et enfin, troisième définition, c'est la signification d'un mot, le sens d'un mot. Par exemple, le sens du mot table, la signification du mot table, c'est un plan horizontal avec des pieds. Voilà. Ces 3 définitions qui sont quand même assez différentes et renvoient à des notions très variées. Le point commun entre elles, c'est que le sens, à chaque fois, que ce soit les sensations, la direction, la signification, il renvoie à chaque fois vers autre chose que lui-même. Un peu philosophique tout ça. Ça veut dire que le sens est toujours ailleurs. Elle avait donné un exemple, Juliette de Funès, dans sa conférence. Elle disait que le sens du travail est toujours ailleurs que dans le travail, parce que si on en prend la direction, donc une ligne du temps comme ça, et ben, au bout de cette ligne du temps, du travail, il y a la retraite. Donc le sens est toujours ailleurs. Le sens du travail n'est pas dans le travail, il est ailleurs. Le non-sens, il va arriver quand on va tomber dans une spirale sans fin de travail pour le travail, de réussite pour la réussite, de tracer des cercles pour tracer des cercles. Ça n'a aucun sens. On fait du moyen une fin. Donc il faut toujours trouver une finalité extérieure à l'activité en elle-même. Un peu philosophique tout ça. Mais si j'en reviens à la facilitation, si on fait de la facilitation pour faire de la facilitation, si on fait un atelier pour faire un atelier, ça n'a pas de sens. Il faut faire un atelier parce que ça sert un objectif, parce que ça nous permet de servir un objectif, d'alimenter quelque chose de plus grand et d'avancer sur des problématiques professionnelles diverses et variées. Voilà pour cette partie un peu réflexion que je vous invitais à avoir. Donc cette première partie qui pouvait peut-être en dérouter certains, mais je voulais aborder ces différentes questions pour vous amener des grands constats que je vous ai donnés vers ce besoin de se rassurer par le processus et de questionner ces processus pour être sûr qu'ils ont bien du sens. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans du plus concret. Et le plus concret, c'est de partir à la chasse au sens dans nos processus de préparation, d'animation d'atelier et de restitution post-atelier. Alors, allons-y, partons à la chasse au sens. On va commencer par faire émerger le sens en amont, c'est-à-dire aller chercher l'intention véritable derrière la demande qui nous est faite. Petite mise en situation. Vous êtes missionné, voilà, pour animer un ou plusieurs ateliers, peu importe, et vous avez un premier rendez-vous avec le commanditaire ou le sponsor de ces ateliers, à savoir le client, voilà, qui vous en fait la demande. Votre première tâche, c'est de savoir plus précisément pourquoi il vous a demandé d'intervenir. Alors, pourquoi il n'y a pas de faute de frappe, il y a bien un espace entre pour et quoi. Et je les ai bien mis dans 2 couleurs différentes parce que justement, c'est une question magique. Cette question magique, je vais distinguer le pourquoi en 2 mots et le pourquoi en un seul mot. Le pourquoi en 2 mots, pourquoi, appelle à une intention. Elle manifeste un intérêt pour ce que va vous dire votre interlocuteur et il va l'inviter à formuler une réponse dans laquelle il va utiliser le mot pour. Je souhaite cet atelier pour, et là, il va vous donner une intention, un souhait, une aspiration, quelque chose qui va tourner vers l'avenir. À l'inverse, à la question pourquoi, en un seul mot, celle-ci, elle appelle plutôt une justification, un petit côté jugement. Et quand vous demandez mais pourquoi tu fais ça, la personne, elle répond bah, je souhaite cet atelier parce que, et parce qu'il va donner une justification, une excuse ou un prétexte. Je noircis très légèrement le tableau. Évidemment, c'est pas évident du tout pour votre interlocuteur et ça l'a peut-être pas été pour vous à l'instant d'entendre la différence parce que pourquoi et pourquoi, c'est un peu la même chose. Donc, peu importe que ce soit pas évident pour votre interlocuteur à l'oreille, mais ça doit l'être pour vous. Vous devez bien distinguer la différence et surtout, bah, ça doit vous permettre de bien cadrer l'échange avec l'interlocuteur et le guider dans sa formulation de réponse. S'il commence à vous donner du parce que, il vous donne des justifications. C'est pas ça qui est intéressant. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qu'on cherche à obtenir. Orientez-le pour qu'il vous donne du pour. Donc, pour une intention, un souhait, etc. En gros, essayez de l'orienter vers l'avenir
Qu'est-ce qu'il souhaite au-delà de cet atelier? Plutôt que orienter vers le passé où il va vous dire, il le faut parce que ça se passe mal, parce que ci, parce que ça. Voilà pour une première question magique qui déjà est très puissante et elle permet de capter hem, plein de choses tout simplement. Et je voudrais remercier Anaïs Kroppenink, qui est une collègue qui m'a appris cette différence que je ne connaissais pas avant et que grâce à elle, j'ai commencé à formuler les questions autrement. Donc petit clin d'œil pour Anaïs. Je continue avec plein de petites questions magiques qu'il faut poser justement dans sa phase de préparation. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus, parce que si vous êtes facilitateur, vous les connaissez, vous avez l'habitude, mais j'en fais un petit rappel quand même. Demandez c'est pour quand. Ça vous donne un délai justement pour savoir combien de temps vous avez devant vous pour pouvoir travailler sur ce sujet. De quels moyens on dispose? En nombre de personnes, en nombre alors de personnes bien sûr, de matériel, de ressources, de possibilités de s'imputer sur le projet. Enfin bon, vous voyez un peu le type de question. Ça s'adresse à qui? Et qui sont les participants? C'est pas la même chose, parce qu'il y a les participants, c'est ceux qui vont être là. Il faut savoir combien il y en aura, c'est les questions qui sont en bas de ma page. Ça s'adresse à qui? C'est pour savoir quel est le destinataire final de ce que l'on fait. Pourquoi on le fait? On a vu la question pourquoi en 2 mots. Qu'est-ce que vous voulez obtenir à la fin? Donc ça nous amène justement à la destination. Quel est là où on veut atterrir? Comment vous voulez l'exploiter ensuite? Ça donne une idée justement de ce qu'on pourrait en faire, par la suite. Donc vous, pour vous, vos suites post-atelier, et cetera, et cetera. Comme j'ai dit, j'en dis pas beaucoup plus, mais c'est pour rappeler que, voyez là, il y a plein de petites questions magiques qu'il faut poser pour être sûr d'avoir toute la matière nécessaire pour pouvoir passer à la phase suivante, qui est celle de préparation. Donc là, phase de préparation, votre problématique, c'est comment je vais faire pour répondre de façon satisfaisante à la demande de mon commanditaire, que vous avez bien la challenger et que vous avez vérifié qu'elle avait une intention véritable. Sinon, bah, on est dans le je fais un atelier pour faire un atelier et vous voyez bien que ça marche pas. Je voudrais rappeler juste une référence. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo. C'est simplement pour dire que c'est une vidéo sur laquelle je m'appuie, que je trouve intéressante, qui présente le rôle du facilitateur. Et pour ceux qui la connaissent, vous allez reconnaître, je vais parler de petits éléments qui sont dans cette vidéo. Ceux qui ne la connaissent pas, si vous souhaitez un petit bonus à cette presse, vous pourrez aller la regarder plus tard. Vous voyez, elle n'est pas très longue, elle fait à peine 4 minutes. Donc c'est voilà, petit bonus. C'était juste pour citer mes références. Alors, vous êtes en phase de préparation, vous allez en mettre plusieurs casquettes. Une première casquette, c'est celle du pilote qui établit son plan de vol. Et pour pouvoir établir un plan de vol, il faut connaître la direction, la destination. Donc cette question, c'est une que vous avez posée à votre commanditaire. On sera content à la fin de l'atelier si quoi? Si on a obtenu quoi? Donc là, le commanditaire va vous dire, bah, moi, je veux une liste de cas d'usage priorisés, ou moi, je veux un planning, ou moi, je veux une liste de tâches. Bon, peu importe. Il vous dira, peut-être pas facilement, mais une fois que vous l'avez guidé, à vous dire ce qu'il attend à la fin. Donc, on sera content à la fin de l'atelier si... Bon. Une fois que vous avez la direction, vous allez pouvoir travailler sur le chemin. Et pour pouvoir tracer le chemin, vous vous enfilez votre casquette d'architecte, puisque vous allez construire votre trame d'atelier, le plan de l'atelier. Et ce chemin, en fait, votre problématique, c'est de choisir des activités qui permettent de construire directement, donc là en séance, maintenant, tout le monde présent, une réponse à la question qui a été formulée par le commanditaire. Donc le fait de bien connaître à l'étape précédente la direction, la destination, l'atterrissage final, bah, vous permet d'avoir tout de suite en fait un chemin qui se trace un petit peu naturellement. Si par exemple on vous dit je veux avoir à la fin une liste de cas d'usage priorisés, eh ben, ça veut dire que dans mes activités, j'aurai probablement une première activité qui va viser à générer des idées de cas d'usage et peut-être que dans une deuxième partie, je vais les faire prioriser. Je vais faire peut-être du vote ou des choses comme ça. Je prends un cas hyper basique, mais c'est pour dire qu'effectivement, connaître la destination vous guide en fait sur les étapes du chemin. Il y a plein d'activités possibles. Je ne vais pas les détailler ici puisque l'objectif de ma session, c'est pas forcément de vous donner plein de formats d'ateliers possibles, mais plutôt de vous faire réfléchir sur comment je m'assure que je garde le sens et la bonne direction tout du long. Toutefois, les conférences de mes autres collègues qui participent au Facilitation Day pourront vous donner justement plein d'idées, de formats d'ateliers, d'activités qui peuvent être jouées pour servir tel ou tel objectif.
Et je sais que l'année dernière aussi, donc n'hésitez pas à regarder les replays qui sont disponibles sur YouTube des années précédentes, parce que là, vous aurez toutes sortes d'activités pour alimenter justement cette partie dans laquelle vous êtes architecte. Donc mon petit cadeau, c'est juste un petit récap de ce qu'on vient de se dire. Petit 1, c'est connaître les contraintes qui vous sont imposées, donc le timing, contraintes matérielles qui est à votre disposition. Donc ça, c'est important parce que, par exemple, connaître le timing, ça va aussi vous guider. Si on vous dit: «Tu as 3 heures d'atelier, c'est large», pas tout à fait, parce que vous savez que vous avez un peu d'introduction au début, un peu de conclusion à la fin et puis surtout une pause au milieu. Donc quand on vous dit que vous avez 3 heures, soyez conscient que vous n'en avez pas vraiment 3. Vous en avez 2, 2 et demi peut-être, mais pas 3. Contrainte matérielle aussi, si vous avez une salle dans laquelle vous pouvez afficher des choses, des choses sur les murs ou projeter à l'écran, une salle qui est modulable, où vous pouvez déplacer les tables et les chaises, c'est pas pareil qu'une salle qui est complètement rigide, où vous pouvez rien bouger. Donc c'est très important de connaître ces contraintes matérielles et temporelles en amont de l'atelier pour pouvoir les intégrer dans votre chemin, dans votre parcours. Règle numéro 2, en fait, c'est presque la une, mais c'est le résultat désiré. C'est d'être clair sur ce sur quoi je veux atterrir à la fin et pouvoir organiser mes activités de sorte à y répondre. Je viens de dire que ça venait peut-être avant, mais en fait non. Parce que connaître les contraintes matérielles va vous aider à produire un résultat qui est compatible avec les contraintes matérielles dont vous disposez. Hem, donc si par exemple vous avez une salle dans laquelle vous ne pouvez pas afficher des choses au mur et vous ne pouvez pas travailler sur des boards, bah, vous impose de travailler sur un format différent, peut-être sur des fiches, à table, enfin voilà. Et donc numéro 3, bah, c'est une fois que vous connaissez les contraintes matérielles, le résultat, vous tracez les activités. Et là, c'est ce que je disais, vous allez pouvoir piocher parmi, moult, activités possibles, dont certaines sont des grands classiques de brainstorming ou autres. Hem Et bah, là, jouer toute la panoplie du kit du facilitateur. Hem, alors, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à la partie animation. Heu, une petite précision avant de dire ça, je vois qu'il y a quelques petites questions qui passent dans le chat. Je les garde pour, tout à l'heure. Comme je disais, je fais le fil de ma présentation et je répondrai aux questions, en fin de présentation. Donc rassurez-vous, je vois bien qu'il y a des petites questions qui passent, j'y réponds tout à l'heure. Hem Alors, donc du coup, maintenir le sens pendant l'animation. Donc ça y est, vous avez bien compris ce qu'attendait votre, commanditaire, vous l'avez challengé, vous avez bien préparé votre session et ça y est, on est le jour J. Alors comment on fait pour garder le cap pendant une séance tout en restant ouvert à l'imprévu? Parce que l'imprévu fait partie de l'aventure. Alors encore une fois, on va reparler des fameuses casquettes que l'on porte. Il y a, 2 casquettes en particulier que vous allez porter pendant l'animation. La première, c'est celle de pilote. Le pilote, c'est une casquette que vous portez sans que personne ne s'en aperçoive. De la même façon que quand vous montez dans un avion et que vous allez faire un voyage pour vos vacances ou autre, vous êtes dans la cabine en train de siroter votre jus de tomate et en fait, vous n'êtes pas conscient, vous ne voyez pas ce que fait le pilote dans le cockpit. Pourtant, le pilote dans le cockpit, il est en train de gérer plein de choses très compliquées avec, la météo, différents, aléas qui peuvent se présenter et ça, vous ne le voyez pas. De la même façon, quand vous êtes, en train d'animer votre atelier, il y a une partie immergée de l'iceberg que les participants ne voient pas. C'est ça, c'est votre capacité à gérer l'imprévu, on va en parler, plus en détail après, alors que lui, il est tranquillement en train de siroter son jus de tomate, dans la salle d'atelier. Donc ça, c'est votre capacité à gérer le temps, à voir si une activité prend plus de temps que prévu, si c'est OK, si c'est pas OK, ce que vous devez ajuster, et cetera. Souvent, cette partie-là, elle est méconnue par les participants. Ils ne se rendent pas compte de la charge mentale que ça représente d'être toujours en train de vérifier ça, mais ça fait partie du jeu. Deuxième casquette que vous portez, c'est celle que vous portez à la vue de tous, c'est celle de guide. J'ai pris cette fois l'image de la balade en montagne. Le guide, il va être là pour, fournir un cadre et puis, donner des indications aux marcheurs, aux baladeurs là sur, le fait que, voilà, ici, il y a une crevasse, il faut faire attention. Oh regardez, là, il y a un oiseau qui est en voie de qui est une espèce protégée, il y a, ici, il y a un glacier, patati patata. Bon, il est là pour à la fois alerter sur les dangers, mais aussi mettre en évidence des choses qui sont intéressantes et fournir le cadre. Et bien de la même façon, quand vous allez être en train de faire votre atelier, vous allez avoir
ce rôle, à la vue de tous, de alerter sur les dangers. Attention, on est en train de dépasser le timing. Attention, on est en train d'aborder un sujet qui est en dehors du périmètre de ce qui était convenu. Attention, vous ne vous écoutez plus. Mais qui va aussi mettre en lumière des choses. Ah, là, il y a un sujet très intéressant qui vient d'émerger. Je vous en prie, écoutez-vous, etc., etc. Donc voilà les deux casquettes avec lesquelles il faut jongler quand vous êtes en animation, tout en suivant le plan de vol. Le plan de vol ou le plan de l'architecte, vous choisissez l'image que vous préférez. Donc justement, là, je voulais donner un exemple assez rapide de structure et d'analyse de contribution, justement, dans lequel on a notre plan de vol que l'on suit en tant que pilote, et puis où on guide les gens, voilà, en tant que guide dans la montagne. Donc, un schéma très très classique d'atelier. On commence par poser une question, une problématique, voilà, ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. On a une phase divergente d'idéation dans laquelle on va créer des choix, les gens vont proposer des idées. Voilà, c'est une phase plutôt de récolte. À un moment donné, on fait un arrêt sur image. Ok, super, on a produit plein d'idées, on va les trier. Voilà, on utilise des post-it qu'on peut déplacer, c'est bien pratique pour justement faire des grandes catégories. Et une fois que c'est fait, on passe à une phase de convergence. On fait des choix, on demande aux gens de prioriser. Alors on utilise peut-être du dot voting ou autre technique de votre choix pour justement trier, pas trier, prioriser les idées et arriver à un résultat satisfaisant. Ce schéma d'atelier très classique permet de mobiliser toutes sortes d'outils divers et variés, mais de façon assez classique permet d'arriver à un résultat et s'adapte à beaucoup de situations. Voilà, je voulais en faire un petit rappel rapide. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'était de justement l'incertitude. On a dit qu'en tant que pilote de l'avion, vous devez gérer les aléas. Et les aléas dans un avion, c'est, je sais pas moi, une nuée d'oiseaux qui arrive sur l'avion, ou des variations de température, de météo, de pluie, de je sais pas quoi, ou éventuellement la trajectoire d'autres avions. Et donc, vous devez savoir gérer en tant que pilote toutes ces aléas et puis mettre votre avion à la bonne vitesse et à la bonne altitude pour que tout se passe bien pour les passagers. En tant que facilitateur, c'est plus subtil. Et puis l'incertitude, c'est pas toujours quelque chose qui nous rassure, bien au contraire. Pourtant, c'est parce qu'il y a incertitude qu'il y a action. S'il y a pas d'incertitude, alors c'est ce qu'on disait, j'exécute simplement, une activité mécanique, voilà, mon processus, mouvement sans conscience qui se répète, voilà. En revanche, s'il y a, incertitude, s'il y a un aléa ou quelque chose, en fait, ça me donne l'opportunité de faire une action stratégique. C'est-à-dire agir avec les contingences, les aléas, les obstacles. J'utilise ce qui se présente pour faire avec et éventuellement construire quelque chose qui est intéressant. Donc l'intelligence d'action, c'est ça, c'est savoir saisir dans une situation donnée l'opportunité pour prendre un risque et, euh, et peut-être faire surgir quelque chose de plus intéressant que ce qu'on avait imaginé. Donc peut-être que dans l'atelier, ça vous est arrivé d'avoir tout d'un coup un sujet qui émerge qui n'avait rien à voir avec le plan que vous aviez prévu. Et en fait, vous sentez quand même que finalement, c'était ça le vrai problème. Quand on est un facilitateur novice, on a plutôt tendance à vouloir se raccrocher au cadre qu'on avait défini et puis dire bah non, non, c'est hors sujet, on reste sur le plan. Et c'est pas grave, ça fait partie aussi des apprentissages que l'on a en tant que facilitateur. Quand on est un petit peu plus aguerri, on se dit ok, je laisse tomber mon plan parce que ça c'est le vrai sujet et je m'adapte en direct et je vais presque en direct être obligé de reconstruire une trame d'atelier. Et c'est là où on a besoin d'avoir une agilité d'esprit, mais pour se dire ben, si ce sujet est important, faut pas que je le laisse filer. Alors, comment on fait? Comment on fait pour improviser face à l'imprévu comme ça? Eh bien, je vais citer un ami et collègue qui s'appelle Arnaud Garnier, qui m'avait dit à l'époque que les facilitateurs, c'était comme un canard. On a la partie au-dessus de l'eau qui ne bouge pas. Et par contre, la partie qui est sous l'eau, les petites pattes, elles s'agitent le plus possible pour essayer de trouver une solution rapidement. Donc ça, c'est pour la petite image drôle. Mon vrai conseil, c'est d'espérer le meilleur, mais se préparer au pire. Donc, essayer le plus possible évidemment d'être positif, de préparer pour que tout se passe bien, mais s'attendre effectivement à ce qu'éventuellement des choses puissent ne pas bien se passer. Et
Là, cette fois, je vais citer, j'ai oublié son nom, honte à moi, mais c'est une conférence que j'avais entendue il y a quelques années en participant à un autre festival numérique qui s'appelle le Web Today. Et c'était un conférencier qui nous parlait d'une expérience que lui, il avait en tant qu'aventurier de l'extrême. Et il nous expliquait que pour préparer ces expéditions de l'extrême, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait beaucoup d'exercices de visualisation. Il visualisait les pires situations possibles qui pouvaient se présenter et il essayait justement d'envisager des scénarios. Tout ça dans son imagination. Donc le soir, avant de dormir, voilà, il se couchait les yeux fermés, imaginait le pire, 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 et il essayait d'imaginer des solutions, des solutions, des solutions. Donc son cerveau était surentraîné à trouver des solutions rapidement sur des scénarios. Non, c'est pas Mike Horn, c'est un Français. Je vois passer la question dans le chat. Hem Et donc du coup, il expliquait qu'effectivement cette stratégie de justement envisager le pire et imaginer les solutions, c'est un exercice d'entraînement du cerveau. Donc évidemment, c'est bien de prévoir des plans B, par exemple, d'avoir un backup ou, pour une question de matériel, éventuellement d'avoir, je sais pas, par exemple, un vidéoprojecteur de secours dans son sac ou peu importe. Mais on peut pas prévoir tous les plans B parce que, matériellement, c'est pas possible. Mais si on a entraîné son cerveau régulièrement à imaginer des solutions dans des cas catastrophes, en fait, on va entraîner notre cerveau à réagir rapidement si jamais ça se présente vraiment. Donc du coup, je dirais, ça, c'est un conseil effectivement. Utilisez votre imagination. Un autre conseil, c'est l'appel à un ami. Alors pas l'appel à un ami en direct parce que, il se peut que vous n'ayez pas la possibilité de capter un collègue, en direct au moment où vous êtes en atelier et puis vous passer un coup de fil en plein milieu d'un atelier, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais passer un coup de fil avant. C'est-à-dire que quand vous avez préparé votre trame d'atelier, vous pouvez présenter votre trame d'atelier à un collègue en lui disant: «Voilà ce que j'ai imaginé, qu'est-ce que tu en penses?» Et cette personne, elle va pouvoir challenger votre idée, vous dire: «Bah oui, moi je trouve que c'est pas mal», ou au contraire vous dire: «Attention, tu penses pas que tu as pas prévu assez de temps là? Ou tu penses pas que là, ces 2 personnes, elles s'entendent pas, ça risque de partir, en cacahuète?» Donc voilà, c'est plutôt avoir un regard extérieur sur l'animation que vous avez prévue et peut-être que quelqu'un va pouvoir réagir et anticiper des obstacles que vous n'aviez pas vus. Voilà mes conseils pour vous préparer à réagir face à l'imprévu. Maintenant, du coup, on est en train d'arriver sur la fin de la séance. Elle s'est bien passée, vous avez été un bon pilote, vous avez été un bon guide, vous avez super bien réagi quand il y avait des turbulences et donc on arrive à la fin. Un petit cadeau, un petit rappel pour ceux qui connaissent déjà ça, c'est important à la fin de l'atelier, de collecter un feedback des participants et de s'assurer que non seulement vous les avez bien embarqués, mais qu'ils repartent à la fin de ce voyage avec quelque chose de positif. Et si c'est pas le cas, justement comprendre pourquoi. Donc il y a plein d'outils que vous connaissez, et d'ailleurs qu'on va en utiliser un là tout à l'heure, c'est le rôti. Vous pouvez aussi utiliser le vote de confiance, dans certains cas c'est adapté. Et pourquoi pas le feedback d'or. Moi, j'aime bien le feedback d'or parce que vous pouvez avoir un semblant de rôti, donc avec ce petit thermomètre où vous demandez aux gens de mettre une petite croix pour, signifier, leur niveau de satisfaction, ou leur niveau de retour sur investissement, sur le temps investi et puis vous laissez un peu de place pour qu'ils viennent mettre des post-it avec, justement leur feedback, leurs remarques, leurs questions. Donc voilà, c'est un format, il en existe plein, mais en tout cas, c'est bien de ne pas terminer l'atelier juste: «Ah voilà, c'est fini, adieu», mais de quand même prendre le temps de ce petit feedback. Et bien voilà pour l'atelier, c'est formidable. Ouf, l'atelier est fini. Mais après, en fait, le travail, il continue. Il peut s'arrêter. Bien des fois, on nous appelle facilitateur, facilite-moi ça. Ça me fait penser à la conférence de Johan. Euh, et puis ça s'arrête là. C'est très frustrant en tant que facilitateur de ne pas avoir les suites. Donc, quand on a la possibilité de contribuer aux suites, de participer en fait à l'ensemble de la dynamique et pas simplement faciliter un atelier, eh bien, c'est de ça qu'on va parler tout de suite. J'ai pas fini ma phrase de façon très propre, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, vous avez semé les graines de la dynamique de groupe, vous avez collecté les fruits pendant l'atelier et il est temps de leur donner forme avant de les confier à votre client. J'aime bien la métaphore culinaire, donc confiture, tarte ou salade, à vous de cuisiner les tomates. J'adore les tomates, j'ai très envie de tomates en ce moment. Heu, Blague à part et pour en revenir à du très concret, voici quelques exemples par retour d'expérience, de restitution qui peut arriver à la fin de l'atelier. Alors,
le cas de cet atelier-là, effectivement, j'ai pas forcément, travaillé sur les suites, parce que du coup, c'est le chef de projet qui a pris le relais et qui l'a pris d'ailleurs, brillamment et de façon super intéressante. Mais c'était pour montrer justement que, là, on a fait un atelier sur lequel l'objectif, c'était de décrire une trame de démarche idéale avec des grandes étapes bien définies et puis, les lignes de nage, ce sont pour différentes équipes et puis identifier des activités pour les différentes équipes. Donc on a fait en sorte d'avoir un livrable final qui a été construit en séance, et qui répond de façon précise à cette demande qui est: «On veut avoir une démarche idéale». Donc là, le résultat est propre. Effectivement, c'est un grand rouleau. Ça nécessite de prendre en photo, éventuellement de remettre les choses dans un Excel ou peu importe. Mais en tout cas, le résultat final est propre et il est tout de suite exploitable. Un autre exemple simple, peut-être moins simple, c'est de pouvoir faire de la restitution visuelle. Si vous avez autour de vous un facilitateur graphique qui est en capacité justement de mettre en visuel l'atelier qui a été réalisé et donc du coup de vous en fournir une restitution, à la fin au moyen d'une fresque ou autre, profitez-en parce qu'effectivement ça fait un résultat qui a l'avantage d'être, sympa, d'avoir un format qui est agréable, mais qui a aussi l'avantage d'être facilement mémorisable, justement parce qu'on utilise le visuel et facilement compréhensible, parce que pour les personnes qui ont assisté, bah, tout de suite, ça va leur parler. Donc ça, c'est un format. Donc ça, je vous ai donné le format qui était fait en séance et en fin de séance, c'est fini, mis à part une diffusion, il y a pas grand-chose. Là, je vais vous donner un autre exemple. Pour le coup, c'est plus une slide de synthèse. Vous avez travaillé sur des ateliers et vous prenez le temps en post-prod de synthétiser l'ensemble des productions pour pouvoir ensuite en faire une diffusion, par exemple dans un comité de direction ou auprès de sponsors du projet ou peu importe. Ici, l'exemple que je vous montre, c'est, voilà, j'étais intervenue sur une étude de cadrage avec un certain nombre d'ateliers et je fournissais un livrable, voilà, en milieu d'étape de projet, avec justement un bilan des différents ateliers. Donc ça, vous pouvez en une slide rappeler brièvement quels sont les ateliers qui ont été faits, voilà, avec leur intitulé, et puis quelques chiffres clés. Le nombre d'ateliers qui ont été faits, le taux de présence par exemple, et puis pour chacun des ateliers, les chiffres clés qui ressentent de l'atelier. Donc là, par exemple, moi, mon premier atelier, c'était un atelier dans lequel on devait identifier des cas d'usage. Donc là, vous voyez dans cette petite roue qu'on a 67 cas d'usage qui ont été identifiés avec un top 10 sélectionné à la fin. On a fait un deuxième atelier sur les impacts. Donc on a identifié des impacts positifs, négatifs. Voilà, une petite roue qui rappelle tout ça. Et ainsi de suite. Chaque atelier a sa petite case avec un petit résumé et puis un bilan global avec des bénéfices mis en avant. Très synthétiquement, quelque chose qui montre que pendant les ateliers, on a identifié des choses, on a avancé sur la problématique, on a servi un objectif supérieur à juste on s'est fait plaisir en atelier. Là, j'ai mis un autre exemple, plus précisément sur un atelier. Donc par exemple, voilà, j'ai un atelier, j'ai la note de satisfaction des personnes à la fin de l'atelier, le taux de présence, le public, les objectifs, puis je rappelle quelle était ma méthodologie. Donc en gros, quelles sont les questions qui ont été posées aux participants pendant la séance et un petit slide qui rappelle, bah voilà, on a collecté les cas d'usage qu'on a classés dans une matrice et en 3 slides, on a un résumé très concret, très pragmatique de ce qui a été fait dans une séance d'atelier de 3 heures, par exemple. Eh bien écoutez, avec ça, j'ai terminé ma présentation. C'est un peu abrupt, je l'avoue. Peut-être que vous l'avez pas vu venir. Mais en tout cas, pour vous dire, la conclusion, c'est que, grâce à cette démarche dans laquelle effectivement vous questionnez votre processus, vous vous assurez qu'il a du sens et que vous répondez à une véritable question, et que vous contribuez à quelque chose qui est au-delà du simple atelier, vous aurez servi un objectif et ça, c'est un effet waouh qui a beaucoup plus de valeur qu'on ne l'imagine. Puisque trop souvent, on a cette critique de: «Oui, il faudra encore un atelier, il en ressortira rien, les post-it, c'est bien sympa, mais» donc en tant que facilitateur, je pense que c'est notre responsabilité aussi d'être pratique, pragmatique, simple dans nos facilitations, mais surtout de vraiment s'inquiéter du sens qu'on donne à nos ateliers et qu'on donne aux ateliers qu'on fait pour d'autres et comment on peut s'assurer que nos pratiques de facilitation, c'est pas juste: «Je suis traceur de cercle». Parce que ça, c'est très insatisfaisant et c'est limitant par rapport à notre pratique. Au contraire, en fait, on a une méthodologie et une capacité d'analyse des situations qui doit servir quelque chose au-delà du simple animation d'atelier. Donc, garder la bonne direction, répondre aux bonnes questions et réellement contribuer aux projets auxquels, enfin, dans lesquels on s'inscrit grâce à nos facilitations. Eh bien, voilà pour cette présentation. Il y aura un petit cadeau pour vous
Ça, c'est le petit cadeau final que j'affiche, mais qui va être mis à disposition par les facilitateurs à l'issue de la Facilitation Day. Je ne connais pas le délai, mais en tout cas, vous aurez des petits cadeaux qui seront mis à votre disposition et que vous pourrez télécharger. Et donc, il y aura ce petit résumé sous forme de facilitation graphique de l'atelier que je viens de vous présenter, avec un petit rappel justement de ce qu'on a dit dans la partie introductive, et puis un peu les petits tips principaux que j'ai donnés étape par étape. Et je vous ai mis aussi dans la partie petit cadeau, que je ne présente pas là, une petite trame, un canevas avec des questions à se poser quand on prépare son atelier pour être sûr d'avoir capté toutes les informations, disons, de base pour pouvoir se lancer dans sa préparation. Voilà, donc ça, ce sera 2 petits cadeaux que vous pourrez retrouver, je pense, sur le site des facilitateurs à l'issue de l'événement. Et là-dessus, j'ai quasi fini. Je voudrais juste faire quelques remerciements. Évidemment aux facilitateurs, merci d'être là pour nous permettre d'avoir cette tribune pour présenter des choses. Et puis, bah, évidemment, je voudrais remercier mon papa, ma maman et toute ma famille. Ça paraît idiot, mais c'est vrai. C'est des personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent et qui m'ont aidé à construire mon esprit pour pouvoir vous présenter tout ça. Et je voudrais faire des remerciements plus précis à des collègues. Catherine Hugon, qui m'a transmis toutes les bases de la facilitation pour bien préparer mes séquences. C'est vraiment elle qui m'a accompagnée dans mes débuts de facilitatrice et qui m'a vraiment enseigné toutes les bases. Arnaud Garnier, en deuxième lieu, qui lui m'a appris l'art d'improviser, super improvisateur, en composant avec les aléas et en faisant preuve de bon sens. Merci beaucoup Arnaud. Et puis Yann Dumay qui m'a aidé à préparer tous les petits cadeaux que vous avez vus au fur et à mesure. Voilà, c'était son idée, c'est lui qui m'a aidé à les identifier, à les préparer. Et un grand merci à tous mes collègues coachs de la communauté agile de CGI France qui m'ont écouté en avant-première et qui m'ont aidé à perfectionner la présentation. Et sur ce, mes amis, eh bien, j'ai terminé. Donc, je vais revenir sur la partie commentaires et à l'aide de mon collègue Dan qui est dans les coulisses, on va faire un petit peu le tri de tout ce que vous avez partagé pour pouvoir répondre. Alors, le lien de la vidéo, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais elle est très très facile à retrouver puisque c'est le rôle du facilitateur et en tapant ça sur YouTube, on la trouve très très vite. Attends, je la remets pour qu'on ait le titre. Voilà, le rôle du facilitateur. Et on la trouve très très vite en tapant juste ça sur notre ami YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Question, résultat et livrable, quelle différence tu fais pour le client? Ah, bonne question. Je crois que j'en fais pas vraiment. Enfin, si. Le livrable, c'est matériellement, physiquement, qu'est-ce que tu veux que je te livre? Est-ce que tu veux un fichier Excel? Est-ce que tu veux un tableau? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Alors que le résultat, peut-être, c'est plus global, c'est plus général. Que ce soit, par exemple, de la dynamique d'équipe, de la cohésion dans le groupe, l'identification de problématiques. Donc, du coup, naturellement, j'aurais pas fait de différence, mais puisque tu me poses la question, je préciserai le livrable plutôt vraiment le truc qui en ressort, quoi. Et le résultat, c'est vraiment de façon plus générale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, je vois tous les merci. Donc, merci à vous de me remercier. C'est super cool. Je suis contente que la présentation ait plu. Alors, est-ce qu'on a... Alors, question suivante. Et si trop s'entraîner nous entraîne à être trop négatif, c'est un risque, non? Effectivement. L'important, ce n'est pas de devenir négatif, c'est d'être en capacité d'anticiper. Et d'être réaliste sur le type de réalité. Alors, si évidemment vous commencez à vous dire qu'il va y avoir un cataclysme sismique, que le bâtiment va s'effondrer, là, vous commencez à être un peu trop négatif. Mais c'est d'être pragmatique et d'identifier quand même des véritables risques qui peuvent réellement se produire et de réfléchir surtout à des stratégies. Et c'est là où vous redevenez positif. Peut-être que vous êtes un petit peu négatif en imaginant tout ce qui pourrait mal se passer, mais si tout de suite vous êtes en capacité d'imaginer une solution ou une alternative, c'est là où vous redevenez positif. Donc c'est peut-être qu'il faut être négatif pour devenir positif. Là, on rentre un peu dans la philosophie, je pense. Est-ce qu'on a d'autres questions? Où se trouvent les cadeaux? Alors les cadeaux, je ne sais pas exactement. Je sais que les facilitateurs nous ont demandé de les déposer sur un espace et je pense qu'ils vont les organiser et les mettre à disposition, j'imagine, sur leur site internet, mais il y aura une communication post Facilitation Day qui donnera des précisions là-dessus.
Mais en tout cas, c'est sûr, ils les ont collectés, ils nous les ont demandés et ils ont dit qu'ils les diffuseraient ensuite aux participants, donc soyez rassurés, vous les aurez. Même si je ne sais pas dire sur quel canal. Alors, merci beaucoup Marie pour cet atelier. Merci, enfin merci de rien et voilà. Conserver le sens à chaque étape, vérifier le processus et aller au-delà. Tout à fait, tout à fait. Oh Myriam, j'avais pas vu que c'était toi. Bah, salut Myriam. Merci, merci pour ton message. Alors je lis un petit peu. Merci de ta présentation, super présentation, ça me fait plaisir. Ça me fait très, très plaisir parce que j'étais stressée, j'ai dit que c'était la première fois que je faisais cette conférence en ligne. Alors, as-tu d'autres conseils pour la partie alors attendez, parce que si je lis trop vite, je lis trop mal. As-tu d'autres conseils pour la partie souvent frustrante dans la facilitation? La suite. Comment rester en contact sans être lourdingue dans nos relances? Ah bah alors ça, je me pose bien la question. Eh bien, effectivement, la petite astuce que moi j'ai, c'est de m'inscrire d'ores et déjà dans la suite avant que l'atelier soit terminé. C'est-à-dire que quand on est dans la phase de préparation, je pose la question de dire qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous imaginez faire d'autres ateliers? Et donc ça me permet déjà de prendre la température, de jauger si en fait cette personne elle veut juste une opération one shot et elle a le droit et des fois ça fait du bien, ou si elle envisage de s'inscrire sur quelque chose de plus long terme. Mais en fait, c'est très difficile parce que les gens sont pris dans leur quotidien, dans les enjeux. Des fois, ils arrivent à dégager du temps pour faire un atelier avec leurs équipes, mais elles n'arrivent pas à s'inscrire dans quelque chose sur le long terme. Donc il y a des fois des personnes qui m'ont demandé de leur faire des ateliers un peu one shot. Ils étaient très contents à la fin. Ils ont dit oui, ça va, on va faire d'autres ateliers. On voit bien qu'il y a des sujets à explorer. Et puis en fait, ils me rappellent jamais. Donc du coup, des fois, effectivement, je les relance en disant bah comment ça s'est passé, est-ce que ça avance? Et des fois, il m'est arrivé de revenir bien plus tard refaire certaines animations sur d'autres thématiques. Et là, du coup, ça prend et ça redémarre. Mais je pense que malheureusement, pour l'instant, on doit gérer notre frustration sur cette partie. Voilà, tout simplement, on n'intervient pas toujours sur les suites. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que tu pourrais nous donner tes tips pour être à l'aise avec le timing lors d'un atelier? Ouh là 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 là! Alors ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière. Donc déjà, effectivement, moi, mon premier exercice, c'est de me dire: «Quel est le temps qu'on me donne?» et déjà de soustraire de ce timing tout ce que je considère comme étant des contraintes. Donc le temps de courtoisie au début, le temps d'introduction, qui peut inclure un icebreaker ou une inclusion, le temps de conclusion à la fin ou de déclusion et selon la durée de l'atelier, la pause. Et une fois que j'ai déduit tout ça, j'ai mon temps brut d'atelier. Et à partir de là, effectivement, il faut être hyper rigoureux, réfléchir en termes de nombre de personnes. Est-ce que c'est réaliste de réaliser telle ou telle activité avec ce nombre de personnes-là? Et moi, c'est vrai que je passe mon temps, l'œil sur la montre pendant mes ateliers. J'utilise aussi des alertes, des réveils pour pouvoir dire, bah voilà, là, je lance une activité de 5 minutes. Mais mon type pour être à l'aise, c'est que je mets du temps caché partout. C'est-à-dire que même si j'envisage qu'une activité, elle puisse durer, je sais pas, 5 minutes, je vais compter 8 minutes, par exemple. Ce qui fait que des fois, il y a des activités, elles se font largement dans le temps qui a été prévu, mais je suis sûre qu'il y aura quelque part quelqu'un qui va me faire prendre plus de temps parce que voilà, il y aura plus de discussions, plus de débats. Et le fait d'avoir des petits temps cachés un peu partout dans mon planning, ça aide à passer. Voilà, j'espère que cette astuce répond à ta question, Delphine. Alors, comment jauger en cours d'atelier si on va toujours dans la bonne direction ou s'il y a besoin de changer de cap? Et si changeant de cap, on demande une pause pour le prévoir. Alors, c'est là où effectivement il faut être à l'écoute du non-verbal du groupe, parce qu'effectivement, parfois, le non-verbal peut déjà nous donner une indication. Et si le sponsor est présent ou un deuxième animateur, ça peut être bien de temps en temps, pendant que, par exemple, le groupe est en phase de discussion ou de réflexion ou je sais pas quoi, de faire le point, de dire est-ce que ça te convient, enfin, si c'est le commanditaire, est-ce que ça te convient? Est-ce qu'on va dans le sens qu'on avait prévu? Si on a un collègue facilitateur, de dire comment tu sens le groupe? Et éventuellement, quand on a une intuition, parce que c'est souvent de l'ordre de l'intuition, qu'on est en train soit d'aborder un sujet nouveau, différent, qui n'était pas prévu, mais qui est intéressant. Ou à l'inverse, qu'on est en train de sortir complètement du sujet, d'aborder quelque chose qui, pour le coup, est hors périmètre. Euh,
d'être en capacité de se dire, quand on est tout seul, c'est plus dur. C'est pour ça que je trouve ça toujours bien de soit co-animer, soit d'être un petit peu en partenariat avec le commanditaire qui est présent pour savoir sentir ça. Surtout que des fois, ça peut être très métier, très terrain. Et en fait, nous, en tant que facilitateur, on est un peu extérieur, donc on ne se rend pas forcément compte si on est hors sujet ou non. Donc voilà, avoir une deuxième personne qui nous aide à sentir. Et si on a un changement de cap, oui, effectivement, moi, je peux dire, bon, bah voilà, on provoque une pause. Je vois qu'un nouveau sujet est sorti. On va s'organiser un petit peu, prenez le temps de souffler 5 minutes, et puis on se retrouve dans 5 minutes pour reprendre l'activité. C'est pas toujours confortable à faire, mais c'est souvent très utile. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà eu un public qui boycotte l'atelier? Comment raccrocher le wagon par le sens? Alors, est-ce que j'ai déjà eu quelqu'un qui a boycotté complètement l'atelier? Alors, boycotter, non, mais enfin, des personnes qui sont réticentes au départ, oui, dans les groupes. Et en fait, en général, alors, je sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais je les ignore, ou plutôt j'embarque l'ensemble du groupe et en fait, la force du collectif les embarque. Et du coup, des personnes qui étaient très réticentes au début, bras croisés, enfin une attitude, on voyait que vraiment ils n'étaient pas très contents d'être là. Et quand on a fait un tour de table, bon voilà, ils manifestaient un peu leur réticence. Une fois que le groupe est lancé et que l'activité est faite, finalement, ils se détendent et ça passe. Parce que justement, si on a bien réfléchi au sens de son atelier et qu'on le fait à bon escient et que les questions qu'on pose, elles sont non seulement judicieuses, mais qu'en plus des activités, elles sont justes par rapport au niveau de sensibilité du groupe, en fait, les personnes, elles peuvent pas résister face à quelque chose qui est fait avec intelligence. Si à l'inverse, effectivement, je fais un icebreaker qui est pas adapté, que derrière je lance une activité qui est complètement loufoque, bah, du coup, les réticences, elles vont encore plus se crisper. Si on l'a fait en intelligence, en ayant bien discuté avec son commanditaire pour connaître un peu le type de client, si on a si on a un public qui est ouvert à la créativité, ou si à l'inverse, ils sont plutôt classiques, bah, du coup, j'adapte mon animation. Et donc, les personnes qui boycottent au début, bah, elles seront raccrochées parce que l'atelier aura eu du sens, aura eu du sens. Voilà, ma réponse est peut-être un peu confuse, mais dis-moi, Colline, si je réponds à ta question.